Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 235 aujourd'hui, avec une petite particularité, un petit changement sur ce mois de mars, puisque je reviens à un seul épisode hebdomadaire contre deux avec les capsules de Nouchka et Bruno, et je vais vous proposer une alternance d'épisodes longs, d'épisodes un petit peu plus courts avec ces capsules consacrées à la diététique et à l'entraînement. Les raisons de cette petite modification dans l'organisation des épisodes, eh bien tout simplement, j'ai rien à vous cacher, c'est que le rythme s'est nettement accéléré sur ce mois de janvier et février. Et si je veux tenir le rythme encore longtemps pour vous proposer du contenu, eh bien ce ralentissement était un passage nécessaire. Mon objectif étant de garder le fil conducteur d'un épisode à minima par semaine et de pouvoir vous proposer du contenu avec des conseils à la fois pratiques sur l'entraînement, sur la diététique, mais également de vous permettre la découverte d'invités aux profils atypiques, d'experts, de personnes passionnées par ce sport qu'est la course à pied. Et aujourd'hui, vous allez retrouver Bruno avec une capsule consacrée à la récupération. Dans cet épisode, avec Bruno, nous nous plongeons dans les subtilités de la récupération lors de l'entraînement. Un sujet qui est souvent négligé, mais qui est pourtant crucial pour optimiser les performances et notre santé. Au cœur de notre échange, nous allons explorer les différentes méthodes et principes pour une récupération active afin qu'elle soit efficace et qu'elle puisse avoir un impact à la fois physiologique et psychologique. Cette gestion des pauses, ces protocoles spécifiques sont adaptés bien évidemment à divers entraînements. Bruno souligne également l'importance d'apprendre de chacune des séances que l'on peut mener pour mieux s'adapter et préparer ainsi son corps aux contraintes de la compétition, tout en mettant en avant cette nécessité d'écouter son corps pour éviter les blessures et surtout optimiser la progression. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Bruno Heuby. C'est une capsule L'œil du coach. Les principes de la récupération lors des séances de fractionné, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour parler de l'entraînement et aujourd'hui plus particulièrement de la récupération. Alors, on avait déjà fait quelques capsules où nous avons traité de l'estimation de la VMA, du découpage donc des zones d'allure et plus dernièrement donc de cette zone entre 80, 90, 100 voire 105% de VMA et on avait lancé un petit appel à une capsule sur la récupération. Donc aujourd'hui, on va évoquer ce sujet. Donc c'est temps un petit peu plus creux dans nos séances de VMA, au cœur même de nos séances. À quoi elle sert cette récupération ? Pourquoi les entraîneurs positionnent des blocs de récupération ? À quoi vont servir ces temps un petit peu de pause entre deux fractions à haute vitesse ? Ouais, salut Seb. Ça me fait penser à un slogan de la sécurité routière qui disait la pause s'impose. Dans l'entraînement fractionné, c'est la pause ne s'impose pas forcément. C'est pas toujours quelque chose qui est très productif. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça la question centrale, c'est quel est l'objectif de la séance ? Quelles sont les adaptations physiologiques que je vise en tant qu'entraîneur dans cette séance ? Et en fonction de ça, quel est le déroulement le plus approprié avec des pauses ou sans pause. Donc c'est vrai que sur une séance de VMA, donc sur une séance qui travaille la puissance aérobie, sur une séance qui travaille l'endurance aérobie, le MA, sur une séance qui travaille l'efficience, donc les séances spécifiques, la façon d'organiser la récupération sera différente. Alors ça varie par rapport à quel facteur ? À l'intensité de cette récupération, à la durée, à son positionnement ? Comment tu peux faire varier, toi, la récupération au cœur d'une séance en fonction des allures qui vont être celles de l'athlète? Oui, c'est vrai qu'il y a différentes variables sur lesquelles on peut agir, sachant que
on doit toujours avoir comme objectif ce qu'on vise dans la séance. Si on prend l'exemple d'une séance de VMA, donc ce que l'on vise dans une séance de VMA, c'est d'atteindre les limites du système, c'est-à-dire d'atteindre la consommation maximale d'oxygène. Donc, pour atteindre cette consommation maximale d'oxygène, on s'est rendu compte, en analysant les séances, que une succession d'efforts à des intensités proches ou supérieures de la VMA, 100, 105%, entrecoupées de fractions actives, entre 50 et 60% de la VMA, pour faire simple, vont permettre de solliciter au fur et à mesure des répétitions cette consommation maximale d'oxygène pour l'atteindre et la maintenir le plus longtemps possible de façon à améliorer le système. Il y a pas de plafond de verre quand on fait du sport. À chaque fois qu'on atteint son plafond de verre, le plafond il va bouger vers le haut. Donc on essaie à chaque fois d'atteindre son plafond de verre pour le déplacer. Il n'y a pas de limite et la récupération courte et active va permettre d'atteindre cet objectif de consommation maximale d'oxygène. Donc, on peut jouer sur la durée de la récupération pour permettre, en la mettant en perspective avec la durée de l'effort, pour permettre d'atteindre cet objectif qui est toujours le même, améliorer la VO2 max. Donc, on en a déjà parlé dans d'autres capsules. La durée de la récupération est très impactée, très dépendante de la durée de l'effort. Sur du 30-30, on a un temps d'effort qui est équivalent à la récupération, même si, alors là c'est l'impression que ça nous donne, c'est beaucoup plus long de courir très vite que de récupérer. Les fractions de récupération, elles passent à une vitesse folle alors qu'on a le même temps. 30 secondes d'un côté à haute vitesse et 30 secondes de récupération. C'est ça. C'est Einstein, je crois, qui parlait de la relativité du temps. Passer 30 secondes à regarder une très belle personne, ça va vite, et passer 30 secondes la main sur une plaque chauffante, c'est très très long. C'est exactement ça en fait. Quand on fait du 30-30, on a l'impression que c'est pas la même durée. Mais sur des efforts courts, on va dire inférieurs à 1 minute pour faire simple, la récupération, elle est globalement identique, oui, à la durée de l'effort. Sinon, ce serait trop difficile. S'il était plus longue, on n'aurait pas cette dérive de la fréquence cardiaque, donc on n'atteindrait pas l'objectif. S'il était beaucoup plus courte, à l'inverse, on n'aurait pas le temps de récupérer pour reprendre une vitesse suffisante. Donc, c'est vraiment un subtil équilibre entre durée de l'effort et durée de la récupération, toujours en vue de cet objectif final d'amélioration des capacités physiques. On se concentre souvent, Bruno, sur les allures, sur les pics à atteindre au niveau de ces fractions en VMA. Mais est-ce que la récupération n'est pas, elle aussi, un facteur essentiel ? Si on ne prend pas soin d'une bonne récupération dans la séance, est-ce que la séance, elle peut être complètement ratée ? Si je ne prends pas les bonnes récupérations proposées par mon accompagnant, par mon entraîneur, je vais peut-être pas répondre à l'objectif, cette flèche que tu veux mettre dans la cible, le travail, il sera pas le bon. Si la récupération était trop lente, si la récupération était trop longue par rapport à ce qui était mené, on ne va pas viser juste. C'est ça. Alors moi, je pense qu'un message, pour qu'il soit écouté, entendu et appliqué, il faut qu'il soit fort. Moi, j'ai pas peur de dire que dans une séance de fractionné, le calibrage des temps de récupération est aussi important que le calibrage des temps d'effort. Et la réalisation de la récupération est aussi importante que la réalisation de la phase d'effort. Et c'est vrai qu'on le constate, les gens sont concentrés sur cette partie active de la séance et oublient un peu la récupération, qui est un facteur clé et déterminant. Je pense qu'on n'est pas loin des 50-50. Alors moi, je l'ai vu il y a 15 jours de cela sur une séance de 20-20, donc 20 secondes à pleine vitesse avec 20 secondes de récupération. À la fin, j'étais pas dans l'incapacité, mais j'étais plus dans une récupération suffisamment active. Et là, j'ai dit, t'as peut-être été trop vite sur les 20 secondes et sur certaines fractions, ce qui m'empêchait d'avoir une récupération totalement active. Et là, je peux le dire, la séance n'était pas réussie parce que je n'avais pas optimisé mon temps de récupération. C'est ça. C'est ça. Et le piège est d'autant plus important sur les fractions courtes. Là, tu parles de 20 secondes. On peut effectivement, sans forcément se rendre compte, aller très vite au-delà de la vitesse requise et du coup se mettre dans cette situation de ne pouvoir récupérer de manière active. Après, c'est intéressant parce que ça
Ces séances courtes qui sont des séances piégeuses, elles sont aussi très formatrices puisqu'on apprend, je suppose que la fois suivante, tu as rectifié le tir et on apprend justement à se centrer sur ses sensations, à se centrer sur ses allures et ça permet de mieux gérer son effort. Donc pour moi, ce ne sont pas des séances qui sont ratées, ce sont des séances au cours desquelles on apprend et qu'on va après pouvoir utiliser pour rectifier le tir. Alors j'avais observé la fréquence cardiaque qui, au bout de X fractions, ne montait plus et déclinait. Donc, je n'étais plus dans cette recherche et dans cette atteinte de ma vitesse maximale. Donc, je partage ton point de vue sur le côté formateur et sur les apprentissages qu'on peut en tirer. Sur une séance qui reviendrait de même nature, je partirais peut-être avec un petit peu moins d'envie et un peu moins d'énergie pour garder du jus et du gaz jusqu'à la fin. Principe actif, ça on l'a dit. Est-ce qu'il y a des séances où cette récupération peut et sera marcher? Si oui, lesquelles? Alors oui, donc à l'extrême inverse, au niveau intensité de la séance de VMA, il y a la séance spécifique, celle qui va développer l'efficience. Donc par exemple, sur des courses très longues, 100 km, 24 heures, moi je demande aux sportifs de faire des pauses marché. Pourquoi ? Parce que la compétition va le nécessiter. Même parfois sur marathon. Sur marathon, beaucoup de coureurs gagneraient à faire des pauses régulières, toutes les 10 minutes par exemple, pour prendre le temps de bien s'hydrater, de bien s'alimenter si nécessaire. Donc marathon, 100 km, 24 heures, trail, il est nécessaire, il est selon moi impératif de prendre le temps de marcher pour s'habituer justement et reproduire les conditions de la course. Entre les deux, il y a la séance de MA où là, on ne cherche pas vraiment un travail cardiovasculaire très élevé. Sur une séance de MA qui est une séance qui est longue, moi je recommande de prendre le temps de ralentir un peu pendant la récupération, puisqu'on ne vise pas de repartir très vite et très haut sur la fréquence cardiaque, pour s'hydrater aussi, ne serait-ce que pour s'apprendre à s'hydrater, que l'organisme aussi mémorise cette capacité à digérer du liquide en courant. Donc sur une séance de MA où la récupération elle est pas très très importante, il n'est pas important ou fondamental qu'elle soit qualitative, on peut prendre le temps alors elle a peut-être pas de marcher, mais peut-être de faire quelques pas pour choper un bidon à proximité, bien s'hydrater. Parce que là, du coup, ces quelques secondes marcher n'impactent pas la séance sur le plan cardiovasculaire et elles vont aider peut-être l'athlète à finir la séance parce qu'il sera pas déshydraté et qu'il aura conservé de l'énergie. Donc ça peut être intéressant aussi. En termes de durée, sur ces séances de MA, on est sur des fractions de combien de minutes à peu près? Moi, j'ai l'habitude de faire pratiquer des fractions courtes pour que justement la succession des répétitions d'efforts produise le travail. Donc, sur des fractions de 8 minutes, on va être sur des récupérations entre 1 et 1,15. Sur des fractions de 20 minutes, on va être sur des récupérations de 1,45, 2 minutes. Mais ça va rarement au-delà parce qu'il y a pas d'intérêt, en fait, à récupérer trop longtemps. Souvent, le seul intérêt, il est psychologique. Parce qu'on se dit, waouh, je repars sur une fraction de 20 minutes, il faut que je prenne le temps de la récupérer. Mais physiologiquement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et les athlètes qui ont l'habitude de pratiquer ce genre de séance s'accommodent très bien de récupération courte, ça ne pose aucun problème. Ce qui est difficile souvent, c'est moi que je récupère des sportifs qui ont l'habitude de faire des récupérations longues. Ils sont perturbés par le programme quand ils voient des récupérations très courtes. Ou alors ceux qui ont l'habitude de faire de couper la séance en série. Ça, c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Au lieu de faire 20 x 30-30, on va faire 2 x 10 avec 3 minutes du récup entre, ou on va faire 3 x 7 avec 3 minutes du récup entre. Et là, quand les gens voient 20 répétitions à la suite, alors souvent, ils osent pas me le dire, ils me le disent qu'après, mais ils prennent peur. En disant, mais c'est pas possible, je vais jamais pouvoir faire 20 répétitions consécutives. Mais parce que le cerveau est formaté, parce que l'habitude est de prendre des récupérations très courtes, très longues, entre les séries. Mais en fait, on s'aperçoit que quelqu'un qui a l'habitude de faire des séances en continu n'a aucun problème psychologique. Il faut juste adapter la vitesse. Mais une fois de plus, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces fractions entre les séries ont un intérêt ou pas? Est-ce qu'elles permettent ou pas de mieux atteindre l'objectif qu'on se fixe? Moi, si j'analyse les courbes de fréquence cardiaque des athlètes, ma réponse est non. Alors sur des blocs de 8 minutes comme cela, avec 1 minute 15, 1 minute 30 de récup, en général, moi, je prends 15-20 secondes pour soit boire un petit peu, marcher et repartir rapidement. Donc, ça fait du
un tiers marché, 2 tiers où je reprends l'allure avec progressivement le retour à celle des 8 minutes. Est-ce que c'est le bon protocole de façon à pouvoir baisser un petit peu l'intensité, se réhydrater et repartir sur la fraction suivante? Tu parles de quel type de séance? Là, tu parles de séance de VMA ou tu parles De de séance EMA. de VMA? Ah, sur les Ce que séances, tu disais, oui. voilà, en EMA. Ouais, non, là, c'est très bien, justement. Je pense qu'il y a cette nécessité de prendre ce temps pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées. Donc là, pour moi, aucun souci. Au contraire, faut pas faire culpabiliser l'athlète s'il prend le temps de faire des choses qui sont utiles pour mieux appréhender le reste de la séance. Mais tu as déjà cette projection d'un scénario de course, parce que si l'athlète est obligé de marcher, ben là, ce sera pas une contrainte. Il sera habitué à ce protocole et le gain, entre guillemets, qu'il aura, sera peut-être plus bénéfique que de courir continuellement sans vouloir s'arrêter, sans vouloir absolument marcher. Là, on a déjà mis en place un scénario qui est envisageable pour la future compétition. C'est ça. Moi, je parle de marche subie et de marche choisie. Dans les scénarios de course où on sera obligé de marcher inéluctablement, plutôt que d'attendre inéluctablement le moment où on ne peut plus faire autrement que de marcher, mais même sans parler de 100 km ou de 24 heures, il suffit de regarder au marathon de Paris, alors Paris ou des autres, mais Paris parce qu'il y a 50 000 coureurs, on va s'apercevoir que dans les 10 derniers kilomètres, le nombre de coureurs qui marchent est colossal, parce qu'ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire, et là, on tombe dans de la marche subie, et la marche subie n'est pas efficace du tout, parce que on va se mettre à marcher en continu, on va se mettre à marcher très lentement, et c'est beaucoup moins efficace que la marche qui est choisie et qui est établie dès le début, qui va permettre de s'hydrater, qui va permettre de se reposer, de faire redescendre la fréquence cardiaque. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est utile et qui est intéressant. Et on ne peut pas mettre en place cette stratégie le jour J, selon moi, si on ne l'a pas travaillé au préalable. On ne va pas d'un seul coup se mettre à boire des quantités d'eau faramineuses. C'est ce que je répète toujours aux athlètes. C'est pas le jour de la course que vous allez vous apprendre à boire 500 millilitres à 1 litre par heure. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas. Vous n'y arriverez pas. Et puis, vous n'aurez pas non plus les bons réflexes. Donc, on prépare aussi le système digestif. On prépare aussi le cerveau à cette stratégie de course qui est la plus efficace et la plus pertinente, parce que c'est le terrain qui nous le dit, hein. On s'est pas levé un matin en se disant tiens, ça va être mieux comme ça. C'est le terrain qui nous a renvoyé toutes ces informations. Ce qui, pour une prise de ravitaillement, peut faciliter finalement l'absorption. En marchant, ce sera plus facile que d'attraper un gobelet à la volée, d'en faire tomber la moitié par terre ou de s'étouffer si l'eau ne passe pas dans le bon tuyau. C'est exactement ça. Alors, moi, j'avais une autre question, Bruno, par rapport à des récup pincées que l'on peut voir de temps en temps. Quels en sont les intérêts et qu'est-ce que l'on cherche derrière des récup qui vont être, de fait, beaucoup plus courtes sur des séances là vraiment spécifiques de VMA? On cherche à atteindre le plus tôt possible et le mieux possible et le plus longtemps possible sa consommation maximale d'oxygène. Donc, on est complètement cohérent avec l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, j'insiste lourdement, mais j'explique toujours, enfin, j'aime bien dire aux gens, dites-vous que c'est pas une séance de VMA que vous faites. Une séance de VMA, ça veut rien dire. Dites-vous que vous faites une séance où vous cherchez à développer votre consommation maximale d'oxygène. Quand vous arrivez au stade, tu fais quoi comme séance? Je fais une séance de développement de ma consommation maximale d'oxygène. Évidemment, tout le monde est mort de rire, mais il faut que l'athlète ait vraiment cette idée. C'est-à-dire que, voilà, moi, ce que je dis aux gens, aux sportifs qui s'adressent à moi, si vous ressemblez au poisson en dehors du bocal à la fin de votre séance, alors le pauvre poisson, en dehors du bocal à la fin de la séance, c'est que vous avez bien travaillé, hein, vous êtes un peu rouge, vous êtes en détresse respiratoire, vous avez fait une bonne séance. Alors c'est difficile, hein, c'est violent sur le moment, mais c'est une séance dont on récupère très vite. Et puis l'avantage aussi de ces récupérations pincées, selon moi, c'est que ça évite à l'athlète d'aller trop vite, d'être dans une autre séance. Les récupérations très longues, elles vont favoriser la vitesse élevée et parfois même de basculer en anaérobie. Et là, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que on a été très très vite sur sa fraction parce que la récup est longue. Donc derrière, on est très essoufflé, on est voire même limite en anaérobie, c'est-à-dire que là, on a fait appel à une autre filière énergétique, la filière sans oxygène, qui est très difficile à supporter musculairement puisqu'on produit énormément de lactate. Et donc, du coup, on est dans une séance où on va en fait récupérer de plus en plus parce que la fraction est de plus en plus rapide. Ça n'arrive pas quand on a des fractions courtes. On n'est jamais en anaérobie, on ne peut jamais aller trop vite parce que la fraction ne permet pas de se lancer à corps perdu, sauf sur les premières répétitions. Mais en général, l'athlète, la semaine suivante, il rectifie le tir.
Donc on évite aussi ce piège de courir trop vite à l'entraînement et de se blesser et de développer une autre filière. Donc de mettre vraiment complètement à côté de la cible. Alors avec nos appareils, nos montres et les applications qui nous permettent de faire des programmations, aujourd'hui, c'est difficile de biaiser un peu ce système et de dire on va prendre une récupération un petit peu plus longue parce que la montre, elle bip à 5 secondes, il est temps de repartir. Je pense que c'est important aussi de respecter ces zones de récupération sans vouloir les allonger et encore moins les raccourcir. L'objectif a été donné sur cette séance et on s'y tient. Ouais, c'est exactement ça avec l'application que j'utilise moi avec Nolio. Donc l'athlète, il importe la séance dans sa montre. Et effectivement, il a pas la main. C'est-à-dire que si c'est une séance de 17 fois 45-30, au bout de 45 secondes, c'est la fin de l'effort. Au bout de 30 secondes, c'est la fin de la récupération. Et tout ça, c'est très confortable parce que justement, il n'y a plus rien à faire. Mais on peut pas tricher, on peut pas biaiser parce que le temps, c'est le temps et la montre, elle va repartir et elle va donner le signal. À la précision qu'on est en pleine santé, en pleine forme. Si sur des fractions, la tête commence à nous tourner, si on a un mal de ventre ou si par exemple on se tord une cheville, il faut peut-être là quand même, et c'est peut-être le seul moment où on peut être attentif à ses sensations et à l'écoute de son corps. Il faut peut-être pas aller au bout du bout dans n'importe quelle situation. Exactement. C'est un peu comme ce qu'on disait à propos de la capsule qu'on a fait sur l'abandon. Il faut toujours avoir en tête de préserver son intégrité physique. Donc, quand l'intégrité physique est en danger, est mise à mal, pour toutes les raisons que tu as expliquées, oui, là, on doit réguler et on doit adapter la séance. Entre deux séances à haute intensité, Bruno, qu'est-ce qu'on peut faire pour la récupérer ? On serait entre une séance de VMA, par exemple, le mardi, une autre le jeudi. Le mercredi, qu'est-ce que l'on peut mettre pour optimiser finalement le travail de récupération du corps et éliminer toute courbature, toute tension pour de nouveau réaliser une belle séance le lendemain? Donc, ça va vraiment dépendre du profil du coureur, bien entendu. Quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, on va lui conseiller de faire un footing parce que son organisme va récupérer s'il fait un footing lent, bien évidemment. Il faut que le footing soit lent pour vasculariser, pour récupérer. Ceux qui sont multisports, pourquoi pas faire une séance de vélo entre deux séances de course à pied. Ce qu'on doit retenir, ce que nos auditeurs doivent retenir, c'est que l'activité est toujours mieux que l'inactivité. Mais parfois, pour quelqu'un qui s'entraîne 3-4 fois par semaine, le jour de repos, ça va être aussi un moment off où il va déconnecter, où il va pouvoir se consacrer à d'autres choses. Et donc, ça peut être pertinent de faire une journée sans sport. Donc, c'est là où la relation, on en a parlé dans la capsule sur est-ce qu'il faut prendre un entraîneur personnel ou pas. C'est là que la relation avec l'entraîneur est importante et de mettre en place en fait le bon choix, sport, pas sport, quel sport, pour qu'entre deux séances, on puisse récupérer au mieux et enchaîner sur la suivante. Sachant qu'on l'avait dit, avec le vieillissement, cette récupération après des séances de VMA est beaucoup plus difficile. Donc là, on vous renvoie à ces deux capsules sur le choix de l'entraîneur et sur l'inéluctable vieillissement corporel en course à pied. Merci Bruno pour ces différentes informations sur la récupération. Est-ce que tu peux rappeler les 3 principes de cette récupération, ce sur quoi on peut se baser pour qu'elle soit optimale? Je dirais le premier, le fait que la récupération soit active. C'est ça, récupération active, ça c'est une obligation. Quand on fait une séance de VMA, on récupère toujours de manière active pour plusieurs raisons qu'on a évoquées. Alors il y a un point qu'on n'a pas dit et on l'a dit dans d'autres capsules, c'est que le cœur est un gros consommateur de lactate et donc quand on récupère de manière active, on a aussi un intérêt à le faire parce que ça permet de mieux éliminer ce qu'on produit qui n'est pas forcément un déchet puisqu'il est resynthétisé par le cœur, mais qui va permettre de mieux récupérer. Donc oui, ça c'est le principe numéro 1, c'est la récup active. Deuxième point, je dirais, de bien respecter les durées de récupération, de ne pas les allonger parce qu'on ne sera plus dans le même travail. C'est ça, récupération prévues par l'entraîneur, donc on les respecte, sachant qu'elles sont toujours calibrées en fonction de la durée d'effort, d'où l'importance de bien les respecter pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. Et le troisième point, quand même, d'être à l'écoute de son corps et de ses sensations, de ne pas partir trop vite et surtout de ne pas bâcher finalement la séance. Donc si vous avez vraiment cette envie de mettre le clignotant, faut que ce soit sur un bon motif. On l'a dit, l'intégrité physique avant tout. C'est ça.
parce qu'après on risque de tomber dans le piège de la séance qu'on laisse tomber parce qu'elle est trop dure. Donc il faut trouver un juste équilibre entre je vais jusqu'au bout de mes capacités physiques, mais je vais pas non plus franchir la ligne rouge. Mais ça fait appel aussi au ressenti, à ces sensations, et du coup c'est intéressant, je trouve, de construire une banque de données de sensations pour être en mesure de se dire là, est-ce que je vais trop loin ou pas, et finalement ça permet d'en apprendre sur soi-même. Et puis le jour J, parce que on s'entraîne tous pour le jour J, d'être plus efficace et plus efficient en compétition quand il va falloir aller au bout de ses capacités. Eh bien, merci Bruno pour ces informations sur la récupération. On vous renvoie bien évidemment aux capsules précédentes, tout ce bloc VMA. Je vous les remettrai dans les liens de l'épisode de façon à ce que vous puissiez aller les consulter ou les réécouter, parce qu'il y a des auditeurs qui réécoutent et qui prennent des notes sur tes capsules, Bruno. Super, c'est bien. C'est le but, c'est de vulgariser et de permettre à tout à chacun d'avoir accès à ces séances qui sont des séances quand même. Ouais, c'est très important de bien les faire, et donc on donnera jamais trop d'informations pour permettre aux athlètes, aux sportifs de bien les réaliser et de mettre dans le mille à chaque fois, parce que c'est ça le but du jeu. C'est qu'à chaque fois qu'on fasse une séance d'entraînement, on mette dans le mille pour que ça rapporte. Et nous, on vous retrouve très rapidement pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec Bruno, et on vous souhaite une agréable semaine. À très vite. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!